Donc Beautiful Dreamer marque un tournant dans la carrière de Chii. Il avait réalisé par le passé des séries pour la télévision avec la maison de production Tatsunobo, puis avec le studio Pierrot, qu'il a intégré en fait au début des années 80. Il a été lancé sur ce projet de la série La Mue. Euh, il a réalisé le premier long métrage de cette série en 1983. Mais il n'avait pas vraiment apporté sa touche personnelle à ce projet-là. Il n'avait pas écrit le scénario, c'était une autre personne qui s'en était chargée. Et il avoue même lui-même aujourd'hui que c'est un projet tout à fait impersonnel qu'il a fait pour l'argent, pour acquérir une certaine notoriété dans l'animation au Japon. Et avec Beautiful Dreamer, ça marque un tournant dans sa carrière car en fait il apporte réellement sa touche. C'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui a conçu cette histoire avec le mythe de la tortue. Et, euh, et en fait, on sent déjà dans ce film tous les thèmes que Oshii va développer ensuite dans le reste de sa cinématographie, dans Avalon, dans Ghost in the Shell, etc. Donc en fait, ce film, sur le plan esthétique, ne ressemble pas vraiment aux productions futures d'Oshii, car elle n'a pas rencontré toute l'équipe qui va l'entourer par la suite. Euh, la Ijir, comme ils aiment s'appeler, donc Kizé à l'animation, Kawai à la musique, Ogura à l'illustration. Toutes ces personnes, il les rencontrera plus tard, par la suite, sur d'autres projets, et ils vont se retrouver pour la première fois avec Pat Labor, dans le cas des productions IG. Et donc en fait, ce film n'a pas l'esthétique des films d'après, n'a pas l'esthétique léchée, avec des contrastes, etc. Mais sur les plans des thématiques, Beautiful Dreamer est très intéressant, car en fait, il pose les bases euh, du cinéma d'Oshii qui va développer dans les films suivants. Donc le thème, le premier thème qu'on peut souligner dans Beautiful Dreamer et qu'on retrouvera dans le reste de la cinématographie d'Oshii, c'est le thème du rêve. Donc dans Beautiful Dreamer, c'est finalement l'histoire d'une personne qui euh, rêve et se construit un monde et qui est réalisé par un personnage un peu étrange et qui accomplit son rêve, il pense réaliser le, le bonheur de cette personne en lui donnant ce qu'elle a envie de voir, les situations qu'elle a envie de connaître. Et, en- ce thème, on peut le retrouver dans Avalon, où les personnages sont enfermés dans un jeu vidéo pour essayer de connaître ce qu'ils n'arrivent pas à vivre dans la vie réelle. Le personnage d'Ash dans Avalon a une vie quotidienne très terne. Dès qu'elle rentre dans son appartement, il ne se passe rien. Elle va de sa chaise à l'évier pour boire un verre d'eau. Elle donne à manger à son chien. C'est une vie très banale. Et elle s'échappe par ce jeu vidéo, par Avalon, qui lui permet d'être une héroïne aux yeux des autres et aux yeux d'elle-même aussi, de se sentir forte et puissante. Et, euh, et donc on sent dans Beautiful Dreamer cette envie de, de parler du rêve, de parler un peu de l'utopie aussi, de ces personnes qui essaient de rêver leur monde pour sentir un peu
un, un peu mieux finalement. Et, euh, et par exemple, à la fin d'Avalon, Oshii lance une perche en fait au spectateur en inscrivant sur l'écran Welcome to Avalon. Donc est-ce que vous aussi, finalement, spectateur, vous n'êtes pas dans un monde virtuel et vous n'en avez même pas conscience? Et il finit sur cette question, et dans Beautiful Dreamer, c'est aussi la question, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un monde qui nous paraît réel et qui en fait n'est que virtuel? Le deuxième thème qu'on peut remarquer dans Beautiful Dreamer et qui est un peu plus anecdotique, mais qui aussi éclaire la production d'Oshii d'une manière un peu originale, c'est le poids accordé aux femmes. Oshii dit que dans sa cinématographie, en fait, les femmes sont apparues plutôt vers la fin, plutôt après Pat Labor, avec le deuxième Pat Labor, où il a voulu insister sur des personnages féminins. Mais on peut voir que déjà dans Beautiful Dreamer, il y a déjà des personnages féminins assez forts, assez différents, assez originaux finalement dans leur construction. Le personnage de Lamu lui-même, qui est un personnage assez distant, détaché de l'action, qui erre un peu dans son monde avec ses cheveux verts, son string rayé, qui est aussi une figure un petit peu érotisée, avec justement toujours à moitié dévêtu, toujours. Mais en même temps, avec donc le personnage de Lamu, mais il y a aussi le personnage de la professeure Shinobu. D'ailleurs, un nom qu'on va retrouver dans Pat Labor 2, dans un personnage un petit peu similaire. Euh, et on voit que ces deux personnages féminins ont une certaine force, se détachent par rapport aux personnages masculins un peu idiots, avec surtout le personnage d'Ataru qui est vraiment le symptôme de l'idiotie masculine dans les films de Shii. Des garçons très portés sur le sexe ou mangeant énormément, alors que les femmes sont beaucoup plus posées. C'est la professeure qui va commencer à se douter euh, que la situation n'est pas normale, qu'il se passe quelque chose d'anormal et que si ça se trouve, ils sont victimes d'un complot, etc. Et c'est à partir de là que l'histoire va se lancer. Et Lamu est aussi dans cette optique. Elle, elle passe, mais en même temps, elle est toujours consciente de son monde. Elle est, euh, Elle est naïve, mais c'est un personnage extrêmement fort qu'on peut, par certains côtés, qui renvoie par certains côtés au personnage de Ash dans Avalon, qui est aussi un personnage féminin, très froid, assez masculin, qui fume, qui fait preuve de violence, qui tire, qui tue, euh, qui a une mèche blonde au milieu enfin, qui est très connotée finalement, et qui est aussi un personnage d'animation transposé dans un film live. Et on voit donc que les femmes chez Oshii ont toujours ce rôle central dans ces récits. Donc le troisième thème est peut-être le plus important qu'on peut signaler dans Beautiful Dreamer. Euh, c'est un aspect assez politique qu'on ne peut pas peut-être voir, qui ne saute pas vraiment aux yeux, mais il y a quelques éléments, surtout rapportés aux autres productions d'Oshii, qui peuvent faire penser au début d'une tentative d'insertion de petits messages à caractère politique dans ces films. C'est d'abord un côté politique vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale et d'Hiroshima, qui ont visiblement des événements qui ont profondément marqué Oshii. Les premières images de Beautiful Dreamer, c'est une ville dévastée avec des espèces de squelettes d'habitation à perte de vue, qui font penser à un personnage dévasté par une guerre. Tout au long du film, il y a des références à un certain côté militaire, un char a une importance dans le récit, a une grande importance dans le récit. Le personnage de Mendu, issu d'une famille traditionnelle japonaise, est aussi très connoté militariste. Il se promène dans une Jeep avec pour chauffeur un militaire casqué en uniforme. Euh, et donc tout cet aspect militaire qu'on retrouve, avec notamment cette scène assez surréaliste dans un film sur l'amour. Euh, dans, un, Dans le lycée, les élèves ont créé un stand qui est une espèce de bar dédié au nazisme, avec euh, les,
les personnes qui vont tenir le bar sont habillées en uniforme de la Gestapo. Les sièges du bar sont des casques allemands. Le char est donc présent. Il y a un drapeau nazi qui est affiché. Et cette présence n'est pas anodine. Dans Pat Labor 2, un personnage, le personnage déclare euh, que s'étonne que le Japon a été l'allié des nazis durant la guerre et trouve ça particulièrement honteux pour son pays. Et on peut se demander si c'est pas le point de vue d'Oshii qui passe à ce moment-là par le personnage, car on voit que déjà dans Beautiful Dreamer, il rappelle que le Japon et l'Allemagne nazie étaient alliés pendant la guerre, ce qui c'est quand même un fait historique assez que le Japon a tendance à vouloir à écarter, à vouloir occulter. Il y a donc cet aspect sur la Seconde Guerre mondiale, un aspect politique, mais aussi sur Hiroshima, sur ce simple fait, avec donc les maisons détruites, mais aussi au cours du récit, avec la vision d'un cratère où se noirait le lycée. Et la forme du lycée évoque un H. Noyé dans ce cratère, on a l'impression que c'est de nouveau une référence à Hiroshima, à cet événement qui a profondément bouleversé le Japon. Et qu'on retrouve cette fois-ci au début de Jinro, qui n'est pas un film réalisé par Oshii, mais dont il a écrit le scénario et qu'il aurait aimé réaliser si la société Bandai lui avait donné son accord. Et dans cette introduction, on voit l'explosion d'Hiroshima et il construit un récit de politique fiction autour de ce fait, en créant une sorte de lutte des classes à partir de cette explosion originelle en fait. Et Oshii est un réalisateur profondément politique. Il dit vouloir parler des groupes, des rebelles. Dans Beautiful Dreamer, un petit groupe se détache de la masse et découvre la vérité et vit un peu dans un espèce de solitaire, dans un paradis où il plonge dans l'eau, où ils ont de la nourriture à volonté, mais c'est un petit groupe qui s'est constitué en s'opposant à la masse. La masse ne voyait pas ce qui se passait, et eux ont réussi à découvrir cette chose. Et donc c'est toujours cette notion du groupe qu'on retrouvera dans Pat Labor, avec le groupe de policiers qui combat les robots, qu'on retrouvera dans Avalon, avec le personnage d'Ash, une vraie rebelle au système, avec les non-revenus qui sont des personnes qu'on croit victimes du système et en fait qui ont voulu s'en échapper, avec cette volonté aussi de recréer des groupes, que la solution ne passe que par le groupe, que par la fusion des individualités pour arriver à un résultat, pour arriver à son but. Donc Oshii veut toujours parler de ces personnes qui s'opposent au système, qui vont à l'encontre des règles établies, et qui, en montrant les dysfonctionnements finalement du système. Et finalement, le premier thème, celui du rêve, et le deuxième thème, celui de la politique, se rejoignent. Car en fait, il ne fait que parler d'une utopie. Pour lui, le rêve est une utopie, le rêve individuel, le soir chez soi quand on dort, mais aussi c'est une utopie politique, essayer de reconstruire le monde, de le repenser en s'associant, en devenant un groupe. Donc le mélange entre politique et rêve a toujours un peu desservi Oshii. Il a du mal à imposer ses idées, ses propres idées. Avalon, il l'a écrit 15 ans avant sa réalisation. Jinro est resté 10 ans dans un tiroir avant d'être réalisé par un autre réalisateur que lui, car la production Bandai pensait qu'il allait faire un film trop politique, trop engagé, et avait peur de ce qu'il allait faire. Et donc a engagé un réalisateur qui a fait plus une histoire d'amour qu'une histoire politique sur Jinro. Et donc il a toujours éprouvé des difficultés à caser ses propres projets. Et il s'est donc retourné vers des propositions de producteurs, d'adaptation notamment de manga,
Lamu est l'adaptation d'un manga de Rumiko Takahashi, Ghost in the Shell, l'adaptation d'un manga de Shinro, Shiro. Et donc, en adaptant ces univers, il a réussi à réaliser des films, ce qui était important pour lui, comme il le dit souvent, pour gagner de l'argent et payer ses crédits, mais en même temps pour inclure son univers à l'intérieur de ces mangas déjà formatés avec un public déjà conquis, pour insérer des petites touches de son univers dans ses films. Donc Lamu ne ressemble en rien au manga ni à la série télévisée qu'on a pu voir en France. C'est un film beaucoup plus philosophique, beaucoup plus d'une réflexion sur donc le réel et le virtuel, et qui n'est pas l'espèce de bleuette sentimentale qui était notamment le premier film qu'il n'a pas écrit, qu'il n'a fait que réaliser, ou la série télévisée classique. Et donc en fait on voit que Kouchii a une capacité de se servir des personnages déjà écrits, des situations déjà plantées, pour redonner un autre univers, un univers plus SF, plus sur le fantastique, mais qui a une touche qui n'est propre qu'à lui. Et en fait, on voit qu'il se sert du système, il en joue pour rester un auteur. Même quand on lui impose des projets, il arrive toujours à rebondir sur ses propositions. Par exemple, Ghost in the Shell, il souligne régulièrement qu'il n'a pris peu de plaisir à le réaliser au début, et que c'est au fur et à mesure, en sentant que finalement il allait pouvoir inclure des données philosophiques, une réflexion sur l'âme, sur les machines, sur qu'est-ce que l'humain, qu'il a vraiment pris du plaisir à réaliser ce film. Et c'est exactement la même chose dans Beautiful Dreamer, qu'il considère comme l'un de ses meilleurs films, où il a réussi à faire passer un propos par un film très populaire, par le personnage de Lamu qui était très connu à l'époque au Japon.